Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes aujourd'hui en webinaire sur un point tout à fait particulier qui est la prestation du conseil en ressources humaines. En gros, votre audit entièrement financé par l'État. Donc, je suis France Duboissé, consultant RH, ancien DRH dans divers secteurs comme le service, le commerce et BTP, entre autres, et responsable de la hotline sociale au sein de MSP RH pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Alors, le thème d'aujourd'hui, 17 janvier 2023, ce thème est la prestation de conseil en ressources humaines que l'on appelle couramment le PCRH. Ce service vous est destiné, et ce dans les meilleures conditions, c'est ce que nous allons voir pendant cette petite heure. Allons-y. Alors, concrètement, qu'est-ce que la PCRH? La prestation en conseil en ressources humaines est un accompagnement des petites et moyennes entreprises avec pour sujet la gestion des ressources humaines. Cet accompagnement est très largement financé par l'État sur les fonds européens via votre OPCO ou directement par la DRET. La démarche est d'aider les entreprises à mieux gérer leurs ressources humaines pour éviter d'avoir à intervenir dans les entreprises à la suite. Nous sommes dans l'ordre de apprend à pêcher au mendiant plutôt que de lui donner un poisson. Alors cet accompagnement personnalisé aux TPE, PME permet de répondre à leurs besoins en matière de gestion des ressources humaines, en RH, et de les encourager à adapter leurs pratiques à leurs besoins et de leur permettre à trouver un appui et des conseils nécessaires pour structurer leurs fonctions RH ou pour organiser une mutualisation de certaines compétences, notamment RH évidemment, avec d'autres entreprises. En d'autres termes, de professionnaliser la gestion des RH dans les petites entreprises, domaine que l'on sait ne pas être le domaine de prédilection de ce type d'entreprise. Alors, à qui est destiné ce dispositif? Sont éligibles à ce dispositif les entreprises de moins de 250 salariés n'appartenant pas à un groupe de 250 salariés et plus, et qui répondent à la définition européenne de la PME, c'est-à-dire la double condition d'effectif et de chiffre d'affaires. Le budget n'étant pas extensible à volonté, la priorité est donnée aux entreprises de moins de 50 salariés et encore plus aux très petites entreprises de moins de 10 salariés qui ne sont évidemment pas dotées d'un service de ressources humaines. La cible est clairement, alors très clairement, les entreprises de petite à très petite taille où la gestion des RH se fait au feeling, sans procédure adéquate et sans capacité interne à gérer professionnellement ces RH. Alors, quel est ce dispositif qui a été mis en place pour favoriser l'émergence des bonnes pratiques dans les entreprises? Dans quel domaine va porter cet audit RH? Ou peut porter cet audit RH, évidemment. Donc, plusieurs domaines. Ils sont assez nombreux. Le spectre est extrêmement large, puisque nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 domaines dans lesquels on peut intervenir. Le premier, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce qu'on appelle la GPEC.
comme par exemple, je sais pas, le diagnostic de la situation de l'entreprise en matière de GPRH. Assez souvent, c'est rapide comme diagnostic. L'élaboration d'une stratégie de développement RH en lien avec la stratégie de développement économique de l'entreprise, l'élaboration d'un plan de développement des compétences, la construction d'un parcours professionnel ou la mise en place d'un plan de gestion des âges ou de la transmission des savoir-faire. Ça, c'est le premier domaine. Autre domaine, l'appui au recrutement et au développement de l'attractivité, avec par exemple l'identification des freins et des leviers pour répondre aux tensions de recrutement. Bien malin celui qui peut dire j'ai aucune tension chez moi. Et élaboration d'une stratégie de recrutement avec la définition des compétences attendues, la diversification des sources de recrutement ou tout autre, l'identification et levée des freins à la décision d'embauche. Quelles sont les peurs, comment gérer ça, comment gérer la difficulté de l'après-embauche. L'identification du potentiel de création d'emplois et la pérennisation des contrats de travail. Est-ce qu'un CDD doit être toujours un CDD ou on ne pourrait pas le transformer en CDI par le biais d'aménagement du temps de travail et de l'organisation du temps de travail. Amélioration de la marque employeur et de la capacité à attirer les candidats dans les entreprises. C'est particulièrement délicat. Mise en œuvre d'actions visant à améliorer la qualité de l'emploi, favorisant le recours plutôt au CDI ou alors s'il y a des CDD en allongeant la durée des CDD. Action de développement de l'apprentissage, évidemment, au sein de l'entreprise. Autre domaine, l'intégration des salariés dans l'entreprise, avec l'appui à l'intégration et à l'inclusion des salariés dans l'entreprise, le développement de l'emploi des seniors, gestion active des âges et des générations, le maintien et la valorisation des salariés en seconde partie de carrière, je rappelle qu'ils commencent à 45 ans tout de même, et au regard des réformes qui nous viennent, il est bon de s'interroger. Prévention et lutte contre toute forme de discrimination à l'embauche ou au cours de la carrière. Inclusion des personnes en situation de handicap, amélioration de l'égalité professionnelle entre femmes et les hommes et la promotion de la diversité, évidemment, au sein de l'entreprise. Autre domaine, l'accompagnement des entreprises aux mutations RH liées aux transitions, telles que le numérique et l'écologie. Alors, adaptation, les axes, c'est l'adaptation des ressources humaines à la transition écologique, l'adaptation des ressources humaines à la transition numérique, évidemment, par le développement du télétravail, des modes de travail hybrides, des outils de travail à distance et de la mise en place des nouveaux outils de gestion RH, accompagnement RH à la mise en place d'outils fondés sur le recours à l'intelligence artificielle. L'accompagnement à l'identification des métiers fragilisés par les mutations économiques, ça c'est particulièrement essentiel. L'accompagnement RH des changements d'interface et de digitalisation des processus. L'appui au processus de recrutement et la mise en œuvre des démarches de responsabilité sociétale des entreprises, des RSE, le RSE en particulier. Ensuite, dans les thèmes, organisation du travail par exemple, l'adaptation de l'organisation du travail, définition, attribution, planification des tâches, organisation collective du travail, gestion du temps de travail, circulation de l'information RH, organigramme, visibilité et suivi du travail et des missions de chaque collaborateur, organisation des collaborations entre salariés. Un vaste programme, la mise en place alors du télétravail évidemment ou des démarches de flexibilisation du temps de travail qui est quand même une demande récurrente de nos salariés et des modes de travail hybrides, une partie télétravail, une partie hors télétravail.
Amélioration de l'articulation de l'activité professionnelle, de la vie personnelle. Bon, ça, c'est essentiel. L'amélioration de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques psychosociaux, à ne pas sous-estimer du tout. Gestion des problématiques organisationnelles qui se traduisent par différents phénomènes, bon, évidemment, que vous connaissez bien, puisque c'est l'absentéisme, le turnover et autres. Autre domaine, l'amélioration du dialogue social. Là aussi, vaste domaine, surtout dans les petites entreprises. Donc, l'amélioration des relations sociales et développement du dialogue social dans l'entreprise, accompagnement des acteurs de l'entreprise à la mise en place d'un CSE lors du franchissement, de la gestion du franchissement de la gestion des seuils sociaux. Hein. Ça, c'est particulièrement délicat. Et l'accompagnement à l'élaboration d'un accord de gestion des emplois, des parcours professionnels, ce qu'on appelle la GEPP, ou la GEPC, si, comme on l'a vu, un peu au-dessus. Autre domaine, l'avant-dernier, la professionnalisation de la fonction RH, par exemple, professionnalisation du dirigeant ou du salarié en charge des gestions RH, mais dont ce n'est pas le principal métier, style comptable ou autre, avec appui de la mise en place d'outils, de processus, de modèles, autre chose, appui à la définition d'une organisation de gestion RH, des circuits de l'information, des choses comme ça, accompagnement de l'entreprise à la création de groupements d'employeurs, chose extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais qui serait évidemment extrêmement rentable pour les entreprises par un renforcement des groupements d'employeurs existants ou à mettre en place, les GIE, l'appui au développement du prêt de main-d'œuvre entre les entreprises, qui peut être une réponse aux difficultés de recrutement. Et le dernier point, enfin, c'est l'accompagnement des situations de variation conjoncturelle d'activité, cela est dit fort poliment, et ou en lien avec un contexte économique particulier, voire plutôt défavorable. Donc, c'est l'évaluation et la réponse à l'impact d'une crise ou d'un événement conjoncturel, hein, style le Covid ou autre, comme nous avons pu voir, sur les emplois et les compétences, la gestion RH en situation de crise, l'adaptation de l'organisation du travail, les enjeux liés à la réorganisation de l'activité, évidemment, notamment dans le cas de la diversification de l'activité ou de la relocalisation, le renforcement du dialogue social en cas de crise, ce qui est là est plus qu'essentiel, l'élaboration d'un plan de développement de compétences en situation de crise, évidemment, je peux aussi appeler un FNE, et la mise en œuvre de solidarité interentreprise telle que la mutualisation. Là encore, nous y revenons sur les GE. Voilà. Oh, pardon, j'ai oublié de vous faire défiler les différents domaines. Donc, l'accompagnement des RH dans les transitions collectives, l'organisation du travail, l'amélioration du dialogue social, la professionnalisation des RH, et enfin l'accompagnement lors des variations conjoncturelles. C'est tout ce que nous venons de voir. Bien, tout ça c'est beau, mais voilà, qui dit audit, dit auditeur, mais qui est là surtout comme un accompagnateur. Alors, le cabinet conseil que vous allez choisir sera bien sûr avant tout un expert des RH, mais aussi un chef de projet qui ne fera strictement rien à votre place. Ce spécialiste est là pour vous accompagner dans une démarche que vous ne maîtrisez pas encore et là pour vous apporter son œil extérieur, sa technique et son expérience. De nombreux OPCO et la DRET demandent instamment que le travail conduit par le consultant soit fait auprès de l'ensemble de la population de l'entreprise. Qu'est-ce qui nous arrive ?
Ah, désolé. Désolé. Désolé de vous réimposer ça. Petit souci légèrement technique. Ah oui. Donc, choisi par l'entreprise, que nous venons de voir. Donc, demande que ce soit fait. Et puisque donc l'implication des employés dans ce dispositif est un rouage majeur, il considère que si tout le monde participe au projet, ce projet aura plus de chances de réussir et que tout le monde sera concerné et donc impliqué. Le consultant sera là pour mettre... Oui, mais c'est parce que je ne suis pas sur la bonne. Voilà, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Vous les savez à l'avance. Le consultant donc sera là pour transmettre afin que les participants gagnent en autonomie et puissent produire et reproduire l'action une fois que la mission est terminée. Bien sûr, des supports devront être laissés à la disposition des employés de l'entreprise, mais la personnalisation de ces supports, l'adaptation à l'entreprise devrait être un travail de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire, elle devient autonome et elle prend en main les nouveaux outils qu'elle va mettre en place. Donc, l'objectif final est bien de faire grandir l'entreprise en lui apportant de nouvelles compétences, des techniques, évidemment qu'elle ne connaît pas ou qu'elle ne maîtrise pas, et de mettre en place tout un tas d'outils internes. Donc, qui peut assurer cette mission auprès de vous? Alors, les entreprises ont recours, et ça c'est extrêmement important, à un prestataire de leur choix. Les prestataires devront répondre, eux, aux conditions définies par l'instruction du 4 juin 2020 et dans le cahier des charges qui va être signé. La vérification se fera au moment de la demande de la participation de l'État par l'entreprise. Et en cas de partenariat avec l'OPCO, les modalités de ce contrôle sont à déterminer dans les conventions signées avec ces organismes porteurs. La mise en concurrence de prestataires est conseillée pour que l'entreprise ait le choix de la meilleure offre au meilleur prix, sachant que c'est pris en charge quasiment à 100%. Si l'entreprise ne connaît pas de prestataire, elle pourra s'adresser évidemment à la DRET qui pourra la conseiller directement ou l'orienter vers son OPCO. Donc, même s'il n'existe plus de procédure de référencement, les DRES peuvent constituer des listes de prestataires répondant aux conditions requises par l'instruction. Et d'ailleurs, quelles sont ces conditions? Eh bien, il devra, la société ou le cabinet devra avoir une durée d'existence d'au moins 3 ans, recourir à des intervenants ayant une expérience d'au moins 2 ans dans le conseil ou l'accompagnement des petites entreprises. Il devra évidemment ne pas sous-traiter la prestation à un organisme tiers, sauf évidemment s'il le coanime avec avec un autre prestataire, parce qu'il apporte des compétences techniques tout à fait nécessaires et différentes des siennes. Et il faut évidemment qu'il soit en mesure, sur le plan humain et matériel, d'organiser et de mener un appui individuel et collectif d'entreprise. Bon, évidemment, être en capacité d'intervenir sur site comme à distance. Ça, c'est essentiel. Ne peuvent pas être prestataires les OPCO, les chambres de commerce consulaires, CCI et compagnie, les organisations professionnelles, syndicats et autres, syndicats professionnels, syndicats salariés, syndicats patronales, ce que je voulais, et professionnels, c'est-à-dire toutes les fédérations, les cabinets d'experts comptables,
ça, sont totalement exclus. Les cabinets d'avocats sont là aussi exclus. Les organismes de formation dont la part d'activité du prestataire liée à la formation dépasse 30% de son chiffre d'affaires. Donc, si c'est un organisme de formation, a priori, il a plus de 30% de son chiffre d'affaires. Ou une association ou tout autre organisme qui reçoit déjà des financements publics. Donc, c'est réellement une personne avec qui vous allez partager. Donc, il va falloir que vous fassiez le choix de travailler avec lui. Quel est le coût à prévoir pour cet audit? Comme nous venons de le voir, le consultant évalue le besoin et les priorités avec le chef d'entreprise. Il est important de garder en tête que ce dispositif peut être renouvelé l'année suivante tant que le dispositif gouvernemental perdure. Alors, fort de ces choix et suite à l'entretien avec le chef d'entreprise, l'OPCO attribue un nombre de jours de 5 à 30. De 5 à 30. Soyons réalistes pour que le dispositif soit pris en charge à 100%. Ce nombre variera entre 5 ou à 7 jours selon la politique de l'OPCO. Toutes n'ont pas la même politique à ce niveau-là. De toute façon, un accord de prestation est signé entre les trois parties qui définit clairement les axes de la mission, le nombre de jours attribués. Il n'y aura aucune surprise au bout de la mission. C'est au consultant de travailler de façon à réaliser sa mission dans le temps qui lui a été attribué. Et cette fourchette de 5 à 7 jours, dans cette fourchette, le délai qui est généralement contenu, donc le coût de la prestation est pris en charge par l'État via l'OPCO. En gros, l'État attribue une enveloppe à l'OPCO qui la redistribue tout au long de l'année. Son intérêt étant évidemment de consommer son attribution pour retrouver au moins cette enveloppe l'année suivante, mais aussi de distribuer au maximum de ses clients. Si la durée de prestation est supérieure aux 5 ou 7 jours, ou si l'entreprise a plus de 50 salariés, l'OPCO peut prendre en charge le solde des coûts. Mais il est préférable évidemment de répartir l'opération sur plusieurs actions avec un thème différent à chaque session. Donc, dans la plupart des entreprises, c'est une opération blanche en matière financière. Cette prestation est entièrement prise en charge par l'État sans même que l'entreprise n'ait à faire la moindre avance de trésorerie. Et bon, pour les entreprises de plus de 50 salariés, cette part n'est plus de 100%, mais 75%, ce qui est encore extrêmement avantageux. Donc, du dynamisme de votre OPCO dépend de la facilité à faire prendre en charge cette opération. Mais comme cela peut généralement déboucher sur un plan de formation ou d'utilisation d'alternants, l'OPCO est quand même particulièrement intéressé dans l'affaire. Ne nous y trompons pas. Bon, quelle démarche à faire avant cet audit? Toute la genèse de cet audit repose sur une démarche volontaire et volontariste de la part de l'entreprise. Vous devez, dans un premier temps, choisir un consultant et prendre contact avec lui, évidemment. Je rappelle qu'il doit avoir donc une durée d'existence d'au moins 3 ans, une expérience de plus de 2 ans sur le conseil et l'accompagnement des petites entreprises, et est en mesure de pouvoir faire ce suivi. Donc, je rappelle, sont exclus les OPCO, la CCI, les chambres de métiers, les organisations professionnelles, les cabinets d'experts comptables, les cabinets d'avocats et les organismes de formation. Tout ça, vous ne pouvez pas aller chercher chez eux. Avec lui, vous allez réaliser un tour d'horizon de votre entreprise et déterminer les axes de ce PCRH en ayant bien en tête les conditions de cet audit. C'est-à-dire, c'est le consultant accompagne, mais il ne réalise pas. À la suite de ça, vous prenez contact avec votre OPCO ou
bien souvent, c'est le consultant extérieur qui exécute cette démarche pour votre compte afin de vous mettre en ordre de marche le l'OPCO. Cette action déclenchera évidemment un entretien entre l'OPCO et le chef d'entreprise pour valider les attentes, les besoins et dessiner une ébauche de convention. On peut avoir, ça peut faire l'objet d'un second entretien en présence du consultant. Ce n'est pas toujours le cas. Cela donne à la fin la mise en place d'une convention tripartite à signer, c'est de la signature électronique, donc très peu de perte de temps, et reprend les axes, elle reprend évidemment les axes de travail, le temps alloué au consultant, qui fera sienne de la réalisation des objectifs définis dans ce temps. À la suite de cela, l'audit démarre. Hein. L'intérêt de ce dispositif est que l'essentiel peut se faire à distance, économisant à chacun un temps extrêmement important et précieux. Les jours attribués se répartissent sur une période suffisamment longue pour que les disponibilités de chacun soient clairement assurées. Ça peut aller jusqu'à une période de 6 mois, donc il y a le temps de le faire et il y a le temps de s'organiser pour bien faire. Alors, comment ça va se passer? Vous avez choisi votre consultant, vous avez signé la convention avec l'OPCO, il ne vous reste plus qu'à laisser agir l'auditeur. Donc, par vos discussions préalables et pendant cet audit avec le consultant et après avoir négocié l'OPCO lors d'un entretien exploratoire, une durée de mission est déterminée, donc elle va de 5 à 7 jours et peut aller jusqu'à 30 si la situation l'exige. La mission démarre par un diagnostic fait par le consultant par des entretiens avec le dirigeant et les employés en fonction des grands axes choisis lors de la signature de la convention. Ensuite, un travail exploratoire et de création de supports, d'outils, définition d'une politique RH sont faits par l'ensemble des partenaires, hormis l'OPCO évidemment. En général, 2 thèmes de travail sont choisis, ce qui permet de réaliser totalement la mission dans le délai imparti. Le consultant, au regard de l'existant et de son expérience, propose des solutions pour améliorer la situation. Et lors d'échanges fréquents avec le chef d'entreprise, une politique, une procédure ou autre est choisie et mise en place. Avec l'ensemble des acteurs, c'est beaucoup mieux de l'entreprise. La participation active des salariés, je rappelle, est une demande très, 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 très forte de la part des DRET, des directions régionales de l'emploi. Donc, au terme de la mission, une restitution est faite en présence du représentant de l'OPCO. Généralement, c'est votre conseiller formation, un interlocuteur de l'entreprise. Cette restitution permet de faire le point sur la situation avant audit, du travail réalisé pendant l'audit et des améliorations engendrées à la suite de l'audit. C'est le moment pour l'entreprise, évidemment, à ce moment-là, de négocier un petit plan de formation ambitieux avec l'OPCO pour bénéficier d'un maximum de fonds mutualisés. C'est le moment et c'est là où il faut en profiter. Évidemment, cette restitution est orale, mais elle peut faire l'objet d'une restitution écrite sous forme d'un rapport. De son côté consultant, il devra réaliser cette restitution informatisée sur le logiciel LOPCO pour s'assurer du paiement de sa facture. Eh oui, il faut bien qu'ils vivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que l'on vient de voir? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce dispositif? Eh bien, que ce dispositif est une aide aux PME pour les accompagner dans la gestion des ressources humaines. Il est préférable d'aider l'entreprise à acquérir de bonnes pratiques plutôt que de lui envoyer des contrôleurs du travail jouer les pères fouettards. Surtout quand on peut vous envoyer des contrôleurs du travail, surtout si vous ne disposez pas des moyens pour le faire correctement le travail. Donc, pour la quasi-majorité des dossiers, cette opération a un coût nul pour l'entreprise. Il faut en être totalement conscient, c'est égal
un audit réalisé par un professionnel, un audit qui ne coûte rien. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi? Que les entreprises à moyens plutôt réduits peuvent bénéficier de l'apport d'un expert avec un œil extérieur, totalement dépourvu des scories de l'habitude du quotidien. C'est particulièrement intéressant dans la gestion des ressources humaines, entre autres, dans les organisations globales. Vous avez une vue complètement différente. En plus, il arrive avec un bagage de connaissances qui lui permet de trouver des organisations de substitution, des contournements possibles et autres pour faire fonctionner mieux l'entreprise. En plus, bon, vous êtes assuré d'un contrôle externe du travail réalisé parce que vous avez derrière l'OPCO qui est quand même aux aguets. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que vos salariés, responsables ou non d'ailleurs, sont intégrés dans la démarche, ce qui aidera à faire avancer quand même l'entreprise puisqu'ils seront donc intégrés dans cette démarche. Et il y aura peut-être un peu plus de volontarisme et d'implication. Aussi que le but de cette action est de faire progresser l'excellence dans un domaine qui n'est pas le domaine de prédilection des TPE-PME, c'est-à-dire la gestion des RH. C'est quand même ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir accès à un service pour un temps réduit, c'est vrai, mais à un service qui vous permettra de mettre en place des outils et des réflexions sur une politique à tenir. Enfin, que cela peut être renouvelé d'une année sur l'autre si les besoins de l'entreprise le nécessitent. Ça, il faut pas se cacher. Si vous avez trouvé que ça vous a apporté sur un point, vous connaissez la démarche, vous savez comment ça marche, vous savez ce que ça peut vous amener. N'hésitez pas à refaire la même chose l'année suivante. Voilà ce qu'on peut retenir de ce PCRH. Voilà ce qu'on peut dire rapidement aussi sur ce PCRH. Bon, c'était rapide, peut-être pas folichon, serait rigolo, mais ayez en tête que vous pouvez bénéficier, vous, petite entreprise, de cette solution et ça serait quand même assez dommage de ne pas en profiter alors que c'est totalement gratuit. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ce tour d'horizon très rapide éveillera les interrogations de votre part. Notre service est évidemment présent pour répondre à toutes vos questions et à vous aider dans votre gestion quotidienne de vos salariés, si vous le désirez, et des modèles de documents et de fiches pratiques sont à votre disposition sur notre site qui est et sont disponibles par abonnement. Nous vous invitons évidemment à vous rapprocher de votre commercial. Cette prestation, juste pour vous confirmer que nous pouvons aussi réaliser par le biais de notre, c'est le partenaire d'ailleurs qui réalisera cette prestation, puisque nous sommes partenaires avec le cabinet RH et DS Conseil. Nous pouvons vous aider à bénéficier de votre PCRH si vous le souhaitez. Voilà, messieurs, dames, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 14 février 2023. Nous nous pencherons sur l'abandon de poste et les toutes dernières modifications apportées par la loi et les petites conséquences que cela va
amener dans la gestion des ressources humaines qui ne sont pas tout à fait anodines, même si on pense que c'est la panacée pour éviter que les personnes quittent leur travail et puissent bénéficier de Pôle emploi. Voilà, c'est le thème que nous aborderons le mois prochain et je serai absolument ravi de vous retrouver. Je vous remercie, merci à toutes et à tous et je vous souhaite surtout une excellente année 2023. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On vous libère les micros et vous pouvez intervenir sur le chat qui est à votre disposition. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.